Dans l'accord de Doha, il y a eu certains préalables, notamment les cessez-le-feu qui n'existaient pas. Il y a eu aussi le retour des réfugiés congolais qui se trouvent au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, qui est l'air très morte. N'est-ce pas que cet accord-là n'apporte rien à la République démocratique du Congo? Non, je ne pense pas. Le fait que la République démocratique du Congo, le gouvernement ait accepté de s'asseoir autour de même table avec les supplétifs du Rwanda, prouve en suffisance que notre pays veut la paix. Alors, l'accord a été signé, et la République démocratique du Congo, notre pays, est de bonne foi, et est en train de remplir sa part, et il appartiendra aussi de l'autre partie dont on a demandé de se retirer des espaces occupés illégalement, de les faire, et la République démocratique du Congo va rétablir l'autorité de l'État, et comme ça, les autres étapes suivront. Et ils vont aller où? Parce qu'ils ont des militaires, il y a des acteurs politiques, il y a Nanga avec son groupe, qui sont des acteurs politiques, qui veulent aussi participer à la reconstruction du pays, mais il y a aussi les militaires. Ils ont une armée qui doit nécessairement faire partie de l'armée nationale congolaise. Alors vous me posez la question de savoir ils vont partir où, mais où est-ce que les criminels vont partir? Les criminels doivent répondre de leurs actes. Les criminels doivent répondre devant les cours et tribunaux. C'est là où ils vont partir. Et si il n'y a pas d'armée dans l'espace occupé par... Il n'y a pas d'armée des Congolais. C'est des Rwandais qui occupent notre espace et ces Rwandais doivent rentrer chez eux. Je commence par l'aspect où vous avez évoqué du partenariat gagnant-gagnant. Vous avez parlé d'un accord équilibré. Alors moi, la question est celle de savoir, est-ce que ces dont la RDC va bénéficier sera proportionné à ce qu'elle va céder comme minerai, parce que vous le savez que le pays est au cœur de débat. Nous possédons ce minerai dit stratégique aujourd'hui dans le monde. Oui, mais je pense que il y a la transparence, parce que tout part de là. Lorsque l'accord a été signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, cet accord a été publié. Il n'y a rien à cacher. Vous voyez, il n'y a rien à cacher. L'accord sera à l'avantage du peuple congolais. On parle d'ailleurs d'une prospérité partagée entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Donc, il n'est pas question ici... Là, c'est dans les écritures, dans la faisabilité. Je pense que nous allons tous... Parce que nos minéraux sont à l'état brut aujourd'hui. Même pour raffiner, il faut aller à l'extérieur et puis le revendre aujourd'hui. Mais avec cet accord, est-ce que vous pensez que ça sera vraiment proportionné? Nous estimons que déjà, cet accord de Washington jette de très bonnes bases. Et je pense que le peuple congolais en sortira gagnant. Ouais, Donald Trump parle... Nous avons eu des accords avec la Chine pour céder nos minerais et n'avons pas bénéficié des infrastructures, en tout cas viables, dans ce pays. Voilà, tirant de l'expérience du passé, je pense que le gouvernement est en train de tout faire, est en train de tenir compte de ce que nous avions connu avec la Chine pour mieux faire avec les États-Unis. Et d'autres partenaires d'ailleurs. Le président américain Donald Trump a déclaré officiellement la fin de la guerre en République démocratique du Congo, alors qu'il y a certaines parties telles que Bukavu et Bunagana qui demeurent encore sous le joug, une partie des Goma, pour ne pas dire tout Goma, une partie des Goma qui demeure encore sous les jougs de ce rebelle, de ces terroristes AFC M23. Comment est-ce que vous interprétez ça sur le plan politique et diplomatique? Oui, justement, vous savez que pour tout homme sérieux, lorsqu'un accord est signé, un accord est négocié et signé, la guerre est terminée. Et le président des États-Unis, Donald Trump, est dans cette logique. Et alors, si l'on observe la mauvaise foi
de la part du gouvernement rwandais, et les refus catégoriques de mettre en application de cet accord, et je crois, tout le monde entier, et la communauté internationale est en train d'observer. Et nous allons continuer à remplir notre tâche, et tout le monde verra la bonne voie de la République démocratique du Congo. Si jamais les Rwandais continuera à ne pas respecter les résolutions des Nations Unies, de ne pas respecter l'accord, et je pense que les conséquences seront tirées. Le Congo est un grand pays francophone. Et si nous n'avions pas, nous n'avions pas occupé ces postes-là par le passé, c'est peut-être parce que la situation politique ou les régimes précédents voyaient des choses différemment. Mais aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, est l'un des pays, les plus grands pays d'ailleurs francophones en Afrique, va tout simplement reprendre sa place. Et le Rwanda va dégager. Donc pour vous, il faut que la République démocratique du Congo occupe ce poste. Mais tout à fait. Et ça va de soi. Quelle est, je dirais, quelle devrait être la responsabilité de la France en tant que pays partenaire de l'RDC dans ce combat? Je pense que la France a compris. Vous avez vu, la France est dépêchée, sa ministre... je crois, de la francophonie il y a quelques jours à Kinshasa. Ça voudrait tout simplement dire que c'est un message et que la France qui résistait encore ou qui continue à résister, mais sur cette question, je crois que la France est en train de comprendre qu'aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui doit jouer pleinement son rôle en tant que le plus grand pays francophone en Afrique. Les Rwandais, qui d'ailleurs, on ne sait pas si réellement les pays continuent à être un pays francophone, et on ne sait pas, mais je pense que la République démocratique du Congo a toute sa place aujourd'hui pour occuper cette responsabilité. Vous vous en fiez, le fait que le Rwanda et le fait que la France aille de pêcher l'un de ses ministres ici au pays, et pourtant la France est aussi amie au Rwanda? Oui, mais je pense que les enjeux aujourd'hui, sur le plan international, sont en train d'échanger. Et la France ne peut pas continuer de soutenir un régime criminel qui est en train d'ailleurs de salir par sa présence cette organisation prestigieuse et culturelle qui est la francophonie. Mais entre les États, ce sont les intérêts. Mais bien sûr, tout à fait. Mais la France a intérêt à avoir la République démocratique du Congo comme partenaire important au regard de sa position, au regard de tout ce que la République démocratique du Congo présente comme intérêt pour la France. Mais justement, vous savez, le président de la République a totalement raison de dire que nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que nous pouvons parler avec des criminels? Les criminels ont des comptes à rendre. Les criminels doivent d'abord rendre leurs comptes devant la justice, devant les cours et tribunaux. Il n'y a nullement question de dialoguer avec des criminels. Si ancien président de la République soit-il, s'est allié à un mouvement terroriste qui est l'M23, et il doit répondre de ses actes devant la justice. La ville de Kinshasa pose un sérieux problème. Je pense que ceux qui gèrent la ville doivent se reprocher de quelque chose. C'est vrai qu'ils peuvent dire qu'ils ont trouvé la situation à l'état où ils se trouvent aujourd'hui, mais je pense qu'ils ont la responsabilité de la gouvernance de cette ville. La ville, c'est le chaos, c'est le chaos total. La ville n'est pas administrée. Donc vous ne mâchez pas de mots là? Non, parce que c'est une réalité que nous vivons chaque jour. La situation est désastreuse, les caniveaux sont remplis, les marchés pirates
partout, mais passez même derrière l'immeuble intelligent, même tout autour des institutions. Vous trouvez des marchés pirates partout. Vous trouvez des bouteilles en plastique partout. Vous trouvez un désordre indescriptible. Ce n'est pas un secret et nous vivons cette réalité. Et c'est quand même regrettable qu'on en arrive là. Il suffit que des gouttes d'eau, la pluie tombe à Kinshasa pour que nous tous, nous ne saurons plus sortir. C'est pas normal, c'est invivable. C'est invivable. Non seulement nous ne savons plus sortir, mais nous ne pouvons plus rester à la maison. Vous savez que notre constitution fixe très bien, vous voyez, les niveaux de l'exercice du pouvoir dans le pays. Et le gouvernement central, où nous sommes avec l'Assemblée nationale, nous avons nos attributions, nous avons nos compétences. La même chose les gouvernements provinciaux, et vous descendez au niveau local. Alors, malheureusement, le gouvernement central est en train de remplir très bien sa tâche en construisant, par exemple, des routes, vous voyez, en construisant la voirie urbaine, mais le gouvernement provincial devrait ne serait-ce que balayer. Vous parlez de la décentralisation, mais la décentralisation n'exclut pas la collaboration. La collaboration existe, que vous voilà soyez pourquoi le national ou gouvernement central provincial. est en train de construire La décentralisation des routes. n'exclut pas la collaboration. Le gouvernement Ce sont juste provincial, des attributions le gouvernement d'une entité provincial à de une la autre. ville de Kinshasa, je peux vous le dire, a failli. Merci beaucoup. Jacques-Hilaire Rachala, un peu Voilà, rapidement. oui, une petite question. Là, vous êtes élu de Kisangani, vous revenez ici. Quelles sont les revendications de votre base que vous allez apporter à la session qui s'annonce? En fait, vous savez, les revendications sont nombreuses, mais aujourd'hui, les plus grandes revendications pour notre population en Kisangani, c'est prioritairement les routes. Vous voyez, les routes, notre population a besoin des routes. Des routes, par exemple, la route nationale numéro 4, qui va de Beni, Butembo à Kisangani, et notre population la réclame chaque jour. La route qui mène vers Ubundu, vous savez, le territoire d'Ubundu fait pratiquement frontière avec la province du Maniema, et la route qui mène vers Upala, la route qui mène relier les chefs-lieux des territoires à la ville de Kisangani. Et c'est ce que notre population est en train d'entendre aujourd'hui. J'ai parlé des routes. Et notre population aujourd'hui veut avoir de l'électricité. Aujourd'hui, à Kisangani, l'électricité n'existe presque pas. Il faudrait que le gouvernement fasse un effort pour répondre à ces deux besoins prioritaires de la population. En cela s'ajoutent plusieurs autres préoccupations, dont les renforcements de la sécurité dans la ville de Kisangani.